Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux, une émission spéciale en direct depuis le port de Vannes, car nous voulions partager avec vous cet événement qu'est la semaine du golf dans l'écrin d'exception du golfe du Morbihan. Alors, un rassemblement nautique qui a lieu tous les 2 ans, et pour cette 10e édition, la Norvège et Venise sont les invités d'honneur. Alors justement, puisqu'on parle d'invités, les nôtres seront nombreux dans cette petite heure de programme, et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les 2 premiers invités. Bienvenue Anne Burla. Merci. Vous êtes une des organisatrices de la semaine du golf. Et puis bienvenue Gilles Servat. Merci. On ne vous présente plus, auteur, chanteur, compositeur. Et en plus, vous dansiez tout à l'heure sur notre générique. Vous avez la forme ce matin. Ça va, ça va. Ça a l'air pas mal. Alors Anne, embarquez-nous tout de suite dans la semaine du golf. Mettez-nous l'eau salée, bien sûr, à la bouche. Qu'est-ce qui nous attend ? Alors, il vous attend un magnifique spectacle qui va se déployer sur 17 communes, donc sur l'ensemble du pourtour du golfe du Morbihan, qui est notre aire de jeu là, pendant une semaine, assez sympathique, ouais. Écrin, comme vous le disiez. Et sur cette aire de jeu vont naviguer sans arrêter, tous les jours, des centaines de bateaux, presque, enfin plus. Combien de bateaux ? 1453. Ah oui. Bon, mais c'était au dernier pointage. Mais enfin, c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. Ouais. Ça ne veut pas dire que tous les inscrits vont venir, mais certainement plus d'un millier de bateaux garantis. Ça devrait bien remplir la rade. Ils sont répartis en flottilles, ces bateaux ? Ils sont répartis en flottilles, d'abord parce que ce serait trop nombreux de les faire naviguer tous ensemble. Et ensuite, c'est vraiment le concept de la semaine du golf. C'est que chaque flottille navigue en famille selon sa propre culture, selon sa propre tradition nautique, et va se retrouver dans un autre port chaque soir, ce qui permet aux habitants de chaque port et aux visiteurs de découvrir un nouveau type de bateau chaque jour. Alors vous parliez de famille justement tout à l'heure, et c'est pas un mot utilisé au hasard, hein. On sent ici une grande convivialité, une grande solidarité entre ces gens de mer, comme on dit. Ensemble c'est mieux chez les marins. C'est mieux aussi. Ça pourrait être le slogan de la semaine du golf. Exactement. Bah, écoutez, on vous autorise à nous l'emprunter, il n'y a pas de problème. On partage nous aussi. Est-ce qu'il y a une compétition malgré tout ? Ça n'empêche pas entre ces bateaux ? Non, parce que c'est pas une course. Ce n'est pas une course, ce n'est pas une épreuve sportive. Certains de ces bateaux font des régates amicales. Donc c'est les bateaux qui sont par définition des bateaux de régate. Et donc c'est ce qu'on appelle la flottille 4 et la flottille 7, qui sont 2 traditions régatières, et ils s'amusent à tirer des bords et à donc une petite compétition entre eux en baie de Quiberon, et avec quand même des remises des prix, parce qu'on a beau s'amuser, le marin est fier de gagner sa régate. Et il a bien raison. Alors l'objectif, c'est de sublimer bien sûr ces bateaux dans ces merveilleux paysages, et de valoriser le littoral quand même. Oui, c'est de valoriser le littoral, de le faire découvrir à... d'abord, les premiers visiteurs, c'est les marins. Hein, après tout, 1400 bateaux, ça fait des milliers de marins, dont certains vont découvrir... Ils viennent de loin, certains. Viennent de très loin. Il y a 9 nations représentées. Certains découvrent donc le Morbihan et même quelquefois la France pour la première fois. Donc, d'une part, ils vont découvrir ces paysages. Et puis, ces paysages, ils se trouvent mis en éclat avec ces bateaux. Hein. Tous les sites du Morbihan sont ravissants, mais quand on voit des centaines de voiles rouges qui naviguent sur ces pourtours, ça prend une allure extraordinaire. Alors les visiteurs, on l'a dit, hein, vont pouvoir découvrir tous ces bateaux. Est-ce qu'il y a des changements pour ce 10e anniversaire, cette 10e édition ? Pas de changement dans la structure. Tous les principes d'organisation restent les mêmes, mais disons que cette 10e édition, elle revêt un éclat particulier, notamment avec nos invités d'honneur que vous avez cités, qui sont exceptionnels. Alors nous, on les réunit sous le vocable du Cap Nord au Grand Canal. Donc on fait vraiment un grand voyage de l'extrême nord de la Norvège, presque du cercle polaire jusqu'à la République de Venise. Et au milieu, il y a toutes sortes de pays aussi qui sont représentés. Donc je crois que c'est vraiment l'effort fait pour ces invités d'honneur qui va marquer la 10e édition. Et puis également une trentaine de grands voiliers qui viennent à chaque édition, mais cette fois je pense qu'on a une flottille de grands voiliers spectaculaires qui est exceptionnelle. Alors des marins, on sait, hein, les Vénitiens ils sont d'abord marins avant d'être italiens. Avant d'être italiens, certainement. Avant d'être vénitiens presque, hein, c'est ça. Si on vient visiter pour la première fois la semaine du golf, si on vient ici pour la première fois, vous nous conseillez quoi ? C'est difficile parce que il n'y a que l'embarras du choix, on voit bien, mais bon. Non, mais c'est vraiment l'idée de la semaine du golf, hein, de présenter des festivités dans non pas 17 communes en simultané, mais au moins 7-8 communes chaque soir à son animation. Dès que les flottilles reviennent, c'est la fête dans tous les ports. Alors maintenant, bien sûr, je conseillerais à tout le monde de venir sur Vannes découvrir les grands villages. Et puis
bien sûr aussi la grande parade du samedi qui réunit toute la flottille, l'ensemble de la flottille qu'on va voir s'engouffrer dans le golfe. Et là, c'est un spectacle absolument grandiose. Et nous y serons évidemment. Alors la semaine du golfe, c'est aussi un festival éco-responsable. Qu'est-ce que vous faites particulièrement en matière d'écologie Depuis le début. Alors d'abord, par définition, des bateaux en bois qui se propulsent à l'éolienne, c'est écologique. Ça ne nuit pas à l'environnement. Les marins, ils ont le sens écolo depuis toujours. Et nous, en tant que fête de la première édition en 2001, ça faisait vraiment partie de nos préoccupations. D'abord par des dispositifs très simples, de tri sélectif. Tous les bateaux se voient distribuer des pochettes pour faire leur propre tri à bord. On organise un ramassage pour les déchets des grands bateaux. Donc il y a un bateau Ben qui fait sa petite tournée. Ouais. Et puis, alors également très important, c'est que depuis quelque temps, dans chaque commune, à côté du référent maire, du référent terre, il y a un référent environnement qui est là pour veiller à ce que tous ces dispositifs soient bien respectés. Il y a également l'intervention du parc naturel régional qui fait toutes sortes d'animations autour des thèmes de la protection naturelle. Et puis tout simplement des appels, des annonces aussi bien auprès des marins que des visiteurs à respecter les paysages et cet écrin. Oui, cet écrin qu'on se doit de respecter. Effectivement, merci beaucoup Anne Burlat. Alors je me tourne vers vous, Gilles Servat. Vous êtes bien entendu également sensible à l'écologie. C'est important pour vous. Ah bah oui. J'ai des enfants je suis un peu inquiet de ce qu'on va leur larguer si on ne fait pas des gros efforts maintenant. Alors Anne vient de nous présenter la semaine du golfe. Est-ce que vous qui êtes voisin de Vannes, est-ce que vous avez le pied marin ? Oui, j'ai appris à naviguer, à faire le bateau à voile avec mon père, voilà, qui avait lui appris du côté de Pornic. Ouais. Et en Loire-Atlantique. Voilà. Je me suis... Mes parents étaient nés à Nantes. Et oui, on a un point commun, dit-on. Voilà. Alors je me suis laissé dire que vous aviez navigué sur le Bélem. C'est un bon souvenir pour vous ? On a fait. Ah, c'est un souvenir extraordinaire, oui. J'ai chanté en barrant le Bélem la nuit. Ça, c'est la grande classe. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est incroyable quand même. Ouais. Bon. Et finalement, un gros bateau comme ça, c'est peut-être plus facile à barrer qu'un petit. Ah oui ? Oui. Bon, bah écoutez, vous nous donnerez votre secret. Parce qu'il y a plein de gens qui sont là pour faire ce qu'il faut. Ouais, alors que quand on est sur un petit bateau et qu'on est tout seul, il faut faire très attention. Est-ce que les bateaux ont inspiré certaines de vos chansons dans votre répertoire? J'ai en chanté une tout à l'heure d'ailleurs qui m'a été inspirée. On avait fait le premier rassemblement des bateaux à Brest en 92. Et du coup, j'avais fait une chanson, La forêt sur la rade, où je parle des bateaux. Et pour moi, c'était, voilà, c'est des arbres, les bateaux. Avec, voilà, donc je parle donc la forêt sur la rade que vous nous interpréterez tout à l'heure en live. On peut d'ores et déjà vous l'annoncer. Vous êtes un chanteur, un poète engagé, Gilles Servat, tout particulièrement pour la défense de la langue bretonne également. Il n'y a pas que l'écologie, il y a la langue bretonne. Je pense que la langue bretonne, c'est comme l'écologie. Il n'y a pas de raison pour que les petites langues disparaissent. C'est absurde. C'est comme si on voulait qu'il y ait une seule espèce d'arbre. C'est absurde. C'est une très belle image. Ouais. C'est un combat que vous pensez plutôt derrière nous ou plutôt devant nous ? Non, c'est un combat qui est toujours en cours et qui a progressé et il ne faut pas s'arrêter. Surtout, pas s'arrêter, ça peut continuer au contraire. Et je pense que... Moi, quand j'ai commencé à chanter en breton, les premiers qui étaient les plus hostiles à ce que je chante en breton, c'était des bretonnants de naissance qui avaient été punis à l'école. Qui disaient non, on va pas recommencer, ça suffit, etc. Bon, puis après, ça a évolué, ça a changé. Mais et puis j'ai découvert la langue bretonne avec les poésies de Jan Bercalor à l'île de Groix et tout. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était une langue à part entière, alors qu'on est toujours en train de nous bourrer le mou en nous disant que c'était une langue de plouc, un patois ou je sais pas quoi. Et même souvent on parle en France de langues comme l'occitan, on appelle ça le patois. Mais l'occitan, c'est pas un patois, c'est une langue. C'est une langue, on est bien d'accord. Alors on sait votre penchant pour le rapprochement de la Loire-Atlantique et de la Bretagne. Vous qui êtes nantais, est-ce que vous vous êtes toujours senti breton ? Oui, surtout que quand j'étais petit, ça posait de questions à personne. Les Nantais étaient bretons. C'était une évidence. Oui, non, il n'y a pas de problème. Et puis c'est quand il y a eu la séparation
je pense aux pauvres gens qui habitent à Saint-Nicolas-de-Redon et ceux qui habitent à Redon, c'est à 5 km l'un de l'autre. Et il y en a, Saint-Nicolas, c'est en Loire-Atlantique et dans les Pays de la Loire. À 5 km, non mais... Bon, on leur fait un petit coucou. Faut arrêter le délire. Bon. Vous avez déjà eu l'idée d'écrire Juste ma mère a passé sa jeunesse à Sainte-Reine-de-Bretagne. Mon arrière-grand-mère était de... Non, oui, Sainte-Reine-de-Bretagne. Mon arrière-grand-mère était de Fay de Bretagne. Moi, j'y peux rien si ça s'appelle comme ça. Hein. Bon. C'est vrai qu'il y a le château des Ducs de Bretagne, il est à Nantes. C'est pas le château des Ducs des Pays de Loire. Bon, on est bien d'accord. Vous Vous avez déjà eu l'envie ou l'idée d'écrire une chanson justement sur ce sujet, Mon père m'avait écrit des paroles. J'ai chanté une chanson qui s'appelle Corquiguen à Corquidu, où il parlait d'Anne de Bretagne, etc. Et c'était une chanson justement là-dessus, sur le fait que maintenant Nantes ne serait plus en Bretagne, il n'y a plus qu'à crier partout qu'elle se trouve en Anjou, etc. Et c'est mon père qui a fait les paroles et moi la musique. Donc c'est pour vous dire que mon père se sentait très breton aussi. Ouais. Il y a des bateaux de la Loire-Atlantique, Anne Burla, qui vont être présents également. Beaucoup, la Loire-Atlantique et la Vendée, enfin toute la côte atlantique, mais bien sûr, à la Loire-Atlantique, il y a des bateaux nantais. Il y a beaucoup de bateaux. Gilles est super. Vous voyez comme il prend soin de vous, il vous rapproche le micro. Merci Gilles. Il y a beaucoup de bateaux bretons aussi, évidemment. Ouais. Évidemment. Alors on va parler, Gilles, un peu de votre actualité musicale également. Vous avez un nouveau spectacle en préparation. Vous vous arrêtez jamais, vous, de toute façon. Bah non. Je suis à la retraite en fait. Mais ça se voit pas. Bah, si, parce que pour les chanteurs, si quelqu'un veut que ça soit moi qui chante, j'ai beau être à la retraite, il faut bien que ça soit moi qui y aille. Bon. Donc on peut continuer à chanter quand on est à la retraite. Mais on est en train de monter un nouveau spectacle qui s'appelle Accords déployés, qui est complètement acoustique. Il y a piano à queue, violon et violoncelle. Et c'est Mathilde Chevrel qui joue du violoncelle, qui fait les arrangements. Et ça frôle le classique souvent. Et donc il y a un climat très particulier. On l'a déjà joué une fois à Orvaux. J'étais un petit peu inquiet parce qu'il y a mon fils qui était là, qui est très rocker, lui et tout. Et puis non, ça lui a beaucoup plu, donc tout va bien. Bon, alors on pourra le voir bientôt en Bretagne, ce spectacle ? On pourra le voir, oui. Je vais le jouer bientôt cet automne. Je vais le jouer à Auray, à la salle Athéna. Très bien. Alors vous envisagez de l'enregistrer également, ce spectacle ? Alors on va, comme on a fait pour le dernier, 70 ans à l'Ouest, on va laisser passer une dizaine de spectacles pour voir comment ça tourne et qu'est-ce qui se passe, etc. Puis après, on va l'enregistrer. On le rôde et après, il y a des changements. Il y a des choses. Bon, vous nous faites un très joli cadeau, Gilles Servat. Ce matin, vous allez nous offrir un live. Alors, je vais vous laisser vous installer. Vous serez accompagné de Patrick Audouin à la guitare. Anne Burla, qu'est-ce qu'il représente pour vous, Gilles Servat ? Gilles Servat, c'est non seulement c'est une sorte de papa, parce qu'il vous remet votre micro bien en place. C'est un mythe, c'est un grand nom de la culture bretonne. Et je me rappelle de Gilles Servat à Brest 92, et effectivement, qui nous avait fait ce cadeau de donner une tournure maritime à sa chanson. Alors Gilles Servat, c'est toujours des cadeaux. Alors ce matin, il nous en fait un immense, un magnifique. Il va nous proposer un medley de ses chansons. On écoute tout de suite Gilles Servat accompagné de Patrick Audouin à la guitare. Les corbeaux et les sansonnets, parement de passaient dans le ciel, dans l'air neigeux dessus les genêts, et s'abattaient bruts comme grêle sur les labours de ce pays. Mon beau pays, par l'hiver soumis, quand reverrions-nous l'hirondelle, noire et blanche, quand reverrions-nous l'hirondelle, blanche au ventre et noire aux ailes. Voici les gens qui parlent et chantent, langue ranimée dans la bouche, unis dans la file qui serpente, rythmée par leurs mains qui se touchent. Ils dansent les cadences du pays. Mon beau pays, au printemps revit, elle est revenue, l'hirondelle, noire et blanche, elle est revenue, l'hirondelle, blanche au ventre et noire aux ailes, elle est revenue, l'hirondelle, noire et blanche, elle est revenue, l'hirondelle, blanche au ventre et noire aux ailes.
ciel est rose. Dans mon rétro, le printemps pose des bécos sur les collines. À l'ouest obscur passent des hermines, des renards, des cygnes et des chevaux d'Arthur. Je file, je roule sur la route de Quimper, où le monde est celtique, où les canards sont bleus. Sur les herbes jaunies du mont Frugy, d'autres feuillages ont déposé leurs ombres. J'ai tant pleuré quand le grand bruit a fracassé les hêtres dans la nuit, plantés par des mains d'enfants. Leurs fruits nous donnent des arbres encore plus grands. Je file, je roule sur la route de Quimper, où le monde est celtique, où les canards sont bleus. Sur les herbes jaunies du mont Frugy, d'autres feuillages ont déposé leurs ombres. Infinituan, yeah, you whiskies, bravo regetues, omnivisonse, mon aron, e bresone, per la non va une en impartant. Waran en bras mon orum da gemper, et die garpetion da glas en uidi. War cap casa mene, e ne frugi, del iune vesare tremont o diseol. Sur les herbes jaunies du mont Frugy, d'autres feuillages ont déposé leurs ombres. Qua casa mene, e ne Frugy, del iune vesare tremont o diseol. Merci beaucoup Gilles, merci Patrick. Et vous savez quoi Gilles, j'ai un petit scoop, Anne Burlin vient de nous le livrer. Eh bien le Belém rentrera dans le golfe du Morbihan vendredi après-midi, ça devrait vous faire plaisir. Voilà, allez. David Robot et Thierry Séchel nous ont rejoints. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour, alors Thierry Séchel, vous êtes le chef du restaurant étoilé le Roscanvec à Vannes. Et puis David Robot, vous êtes le maire de Vannes. Alors la ville qui organise la 5e édition des Jardins éphémères, qui est un événement extrêmement attendu au printemps dans votre ville. Et comment est venue l'idée de cette balade végétale au cœur de la ville ? Alors, elle est venue, nous avons depuis maintenant une dizaine d'années un salon qui s'appelle Vannes Cottage Jardin, effectivement la rencontre des pépiniéristes et des collectionneurs dans les jardins des remparts. Et puis la ville a aussi créé un jardin éphémère lors d'une des premières éditions. Et puis j'ai eu l'idée effectivement de démultiplier ces jardins un peu partout dans la ville. Et pour cette 5e édition, c'est 29 jardins effectivement, qui vont être déployés avec des pépiniéristes, des collectionneurs, mais aussi des écoles, des collèges. Une grande variété, effectivement. Un collège qui est en ZEP aussi, des élèves qui sont en école d'architecture. Donc voilà, donc c'est libre cours à leur imagination. Et on a des jardins qui sont Ils ne se sont pas privés, parce qu'il y a vraiment des choses assez incroyables. Hein. Par exemple, alors il y a une salle de classe d'école primaire reconstituée, hein, c'est bien ça, dans un jardin ? Dans un jardin, effectivement, c'est une entreprise qui fête ses 20 ans. Et le pépiniériste a choisi effectivement de recréer la classe de son enfance. Donc c'est un beau clin d'œil, effectivement. Et puis c'est une entreprise de la région de Vannes. Donc voilà, ça très heureux de les accueillir. Au Bastion Notre-Dame. Hein. C'est cela. Quand ça a été créé, c'était une première en France. Et depuis, il y a d'autres villes qui ont repris cette idée. Est-ce que ça correspond à un besoin de nature, de végétal exprimé de plus en plus par les citadins ? Effectivement. Et puis, avoir mis en place des jardins éphémères dans la ville, sur très généralement des parkings, les gens se sont aperçus finalement qu'on pouvait se passer de ces parkings. Je pense à la place d'Élie-Savane, je pense à la rue Saint-Vincent, je pense à la place Gambetta. Et depuis, effectivement, moi, je n'ai pas autorisé du stationnement comme ce l'était précédemment. Et je pense que les gens s'en sortent pas plus mal.
J'ai l'impression, effectivement. Il y a de nouveaux sites qui ont été retenus cette année. Alors oui, on essaie effectivement de changer de site chaque année. Il y a des sites bien sûr emblématiques. Ce qu'on souhaite faire, c'est une déambulation dans la ville. Effectivement, on regarde ces jardins, on voit la ville un peu différemment et on se promène dans des secteurs où on n'a pas forcément l'habitude d'y aller. Chacun a ses habitudes dans sa ville et on prend toujours un peu les mêmes trajets. Là, c'est voilà, lever les yeux. Notre ville, elle est belle, elle est verte, de plus en plus verte. Et je pense que ça a beaucoup de succès. Vous l'avez dit, on a été copié. Et moi, je suis très, très heureux d'être copié. La ville de Rennes, la ville de Montfort-sur-Meux, pas très loin de Rennes. En région parisienne, on a été aussi copié à Saint-Brieuc. Donc voilà. Donc moi, quand les bonnes idées sont reprises, je suis un maire heureux. Ouais. Et puis alors, on peut se laisser guider par une nouveauté cette année également, des pâtes en mousse végétale. Hein. C'est ça qui feront le lien entre les différents jardins. C'est rigolo comme idée. Oui, alors ça, c'est aussi ça vient des services municipaux, effectivement, cette nouvelle idée, mais voilà. Il faut toujours innover, il faut toujours surprendre les gens, effectivement, voilà. Et puis, je le rappelle, c'est une édition qui est gratuite. C'est aussi l'ADN de Vannes. Il y avait Anne qui était là tout à l'heure en plateau. La semaine du golf est gratuite. On a un festival de jazz qui est gratuit. On a un salon du livre qui est gratuit. On a un salon photo qui est gratuit. Je pense que les élus, notre rôle aujourd'hui, c'est de permettre à tous d'accéder à la culture. Et les jardins éphémères sont aussi de la culture. Exactement. Alors ça concourt également à la mise en valeur du patrimoine. C'est important de le préciser. C'est pas que le végétal, c'est aussi le patrimoine bâti que ça met en valeur forcément. Alors effectivement, nous sommes une ville patrimoniale. Moi, j'ai l'habitude de dire que Vannes, c'est le mariage de la tradition et de la modernité. La modernité, c'est un peu ces jardins. Et puis nous, en tant que collectivité, chaque année, on aide les propriétaires privés qui n'ont pas forcément tous les moyens. Souvent, on a hérité à Vannes de beaux manoirs ou de belles demeures. Donc en 2019 et 2018, c'est plus de 800 000 euros qui sont apportés à des propriétaires privés, effectivement, pour leur permettre d'entretenir leur patrimoine, puis rendre la ville encore plus belle qu'elle ne l'est. Et elle l'est déjà énormément. Merci. Beaucoup, David. Vous connaissez cette opération des jardins éphémères, forcément, Thierry Séchel ? Oui, tout à fait. C'est vraiment une vraie réussite pour la ville de Vannes, pour les Vannetains. Et puis, c'est vraiment un très beau clin d'œil à la nature. Et c'est vrai que, comme disait Monsieur le maire, ça permet aux gens de déambuler dans la ville et de lever les yeux et de voir ces jardins. Et c'est vrai que chaque année, on est toujours émerveillés. Alors, on l'a dit, hein, vous êtes le chef étoilé du restaurant Le Roscanvec. Est-ce que vous êtes breton ? Oui. Vous êtes né à Questembert, breton, natif de Questembert, ouais. Tout à fait. Qui est-ce qui vous a donné envie de faire de la cuisine votre métier ? Est-ce qu'il y avait une petite histoire familiale en l'occurrence dans la matière ? Tout à fait, oui. Ma mère est bretonne. D'une famille paysanne et mon père était d'origine laotienne, donc deux cultures différentes avec deux cuisines totalement différentes parce que mon père aimait aussi nous faire à manger, donc c'est vrai que ça nous a permis en fin de compte à moi ainsi qu'à mes frères en fin de compte d'avoir déjà cette éducation en fin de compte du bien manger. Alors le bien manger, vous l'avez trouvé chez tout un tas de chefs inspirants, à l'école hôtelière de Pontivy également, hein, pour faire un petit clin d'œil au Morbihan. Et puis un chef en particulier, hein, qui a été un des précurseurs de la nouvelle cuisine bretonne, qui vous a beaucoup marqué, qui vous a donné beaucoup d'envie. Racontez-nous un petit peu cette histoire. C'est M. Georges Penaud, Bretagne à Questembert, un chef talentueux, que ce soit en cuisine, un très bon écrivain, un très bon artiste. Un homme parfait. Un homme presque parfait, ou peut-être parfait, mais un très grand chef. Et quelqu'un qui a toujours su en fin de compte apporter en fin de compte son savoir-faire à des jeunes, parce qu'il prenait des apprentissages, il prenait des jeunes en apprentissage, il prenait aussi des stagiaires. Et j'ai eu la chance en fin de compte de travailler avec lui, ainsi qu'avec Claude Corloir qui était son gendre. Alors il vous a beaucoup donné, hein, et le partage c'est aujourd'hui un peu votre ADN également à vous. Vous ne vous êtes jamais contenté de la simplicité, vous êtes allé à l'étranger, vous avez été à la rue d'école des 3 étoiles. Vous avez beaucoup appris de ces chefs un peu d'exception. Hein. Il y a des grands noms, évidemment, vous êtes passé par les grandes tables en fait, toutes les grandes tables. Oui, après c'est un choix professionnel, c'est un choix de découverte, que ce soit sur différents types de cuisine, bretonne, méditerranéenne, une cuisine étrangère aussi. L'avantage de notre métier, c'est qu'on a la possibilité de voyager, de connaître des gens, de connaître de nouveaux produits. Et c'est vrai que c'est aussi une ADN en fin de compte qui fait partie en fin de compte de moi et du Roscanvec. Vous êtes un artiste, hein, vous avez assemblé pour créer toute votre palette de couleurs très personnelles. Ça fait maintenant 14 ans que vous avez monté votre propre restaurant, le Roscanvec, avec Sarah, qui est votre associée. Sarah et puis, Karine. Karine, qui est la sœur de Sarah, on va le dire. On a le sentiment que votre cuisine, finalement, c'est une cuisine toujours en mouvement, une cuisine qui bouge.
C'est un peu à votre image en fait. Oui, c'est une cuisine qui est toujours en mouvement, qui bouge. C'est une cuisine de plaisir. C'est une cuisine où on a envie de faire plaisir. Je pense que si vous n'aimez pas les gens, c'est difficile de pouvoir faire de la cuisine et c'est difficile de pouvoir faire ce métier. Et j'ai la chance d'être bien entouré, que ce soit par mes associés ou par mon équipe en cuisine. Et c'est vrai que cette chance, ça nous permet d'avancer, d'évoluer, de progresser et puis toujours d'être en mouvement et de jamais rester toujours sur une base. Alors ce mouvement, il vous emmène très souvent sur le marché de Vannes. Vous y êtes, on peut vous y trouver régulièrement. Oui. À quelle heure on peut vous y trouver? Dès quelle heure? Ça dépend. L'été, plutôt, parce qu'il y a beaucoup de monde. L'hiver, j'arrive à prendre un peu plus de temps. On a la chance à Vannes d'avoir un magnifique marché. C'est un marché qui est très animé, avec beaucoup de professionnels, de passionnés, que ce soit des maraîchers, des ostréiculteurs, que ce soit comme des fans de pêcheurs. Il est assez diversifié et on trouve surtout des bons produits et pas forcément excessivement cher. Et l'avantage, c'est que on peut aussi déambuler dans ce marché, se faire plaisir à regarder, à goûter et à parler. Et c'est vrai parler, c'est important. Voilà, c'est important. Parce que justement, alors quand on connaît les producteurs, est-ce qu'on cuisine différemment leurs produits? Est-ce que ça, pour vous, c'est important, cette cuisine de proximité, de contact? Oui, on cuisine différemment. Moi, je dis toujours que c'est toujours plus facile de faire manger avec des gens qu'on connaît et qu'on aime. Et c'est vrai que l'avantage qu'on a avec ce marché, avec ces producteurs, avec ces discussions que nous avons tous les mercredis ou tous les samedis, c'est que quand vous avez un produit qui arrive chez vous, dans votre cuisine, vous ne le cuisinez pas pareil. Parce que vous savez qui est derrière. Et c'est vrai que cet avantage, il est là. Donc, quand on a un ami qui vient manger, on donnera toujours le meilleur de soi. Et quand on a un beau produit sur nos plans de travail, on donnera toujours le meilleur de soi pour qu'il soit bien préparé et aussi pour faire plaisir aux gens. Alors en ce moment, vous donnez le meilleur de vous sur la grosse langoustine. C'est le produit phare du moment que vous amène un super producteur. Quand on a un bon produit, on peut se permettre justement le luxe de la simplicité. C'est un luxe, la simplicité dans la cuisine? C'est un luxe et puis c'est surtout en fin de compte ne pas dénaturer le produit, c'est-à-dire qu'on va pas le masquer. C'est vrai que j'ai la chance actuellement d'avoir un fournisseur qui m'amène la langoustine, c'est 3 pièces au kilo. Donc c'est énorme. Ouais. On la sert. David Robo n'en revient pas. On la sert tout simplement juste poêlée avec une asperge, une émulsion, soit une hollandaise, soit une sauce au miso pour apporter peut-être le côté un petit peu asiatique, le voyage. Mais on ne cherche pas à dénaturer plus que ça le produit. Ça sert à rien parce que déjà un produit comme ça dans l'assiette, les gens déjà ils sont émerveillés. Il se suffit à lui-même. David Robo, vous allez de temps en temps au Roscanbec goûter la cuisine de Thierry Séchel? Très très rarement. Je vois beaucoup Thierry parce qu'on a des projets en commun. Parce qu'effectivement, la ville a vendu à Thierry Séchel un bâtiment patrimonial qui n'était plus occupé depuis une vingtaine d'années pour qu'effectivement Thierry Séchel puisse s'agrandir. Aujourd'hui, il n'a que 30 couverts. Puis il va aussi développer des chambres d'eau. Donc ça va aussi renforcer l'attractivité du centre-ville. Puis quand j'entends Thierry, je me dis que finalement, entre les hommes politiques et les cuisiniers, c'est la même chose, parce qu'on parle d'amour, on parle d'aimer les gens, on parle de simplicité. Et je pense que maire et cuisinier, on n'est pas très loin finalement. Et puis c'est une cuisine sans frontières. Et comme Vannes est une ville sans frontières et ouverte, c'est un peu la même chose. Vous faites des associations parfois surprenantes que vous assumez totalement. Vous êtes un restaurateur globe-trotteur, voyageur, un breton, un restaurateur breton, ça va avec le voyage. Tout à fait. Ouais. Après, c'est vrai que, comme on disait auparavant, j'ai beaucoup voyagé et ces voyages m'ont beaucoup apporté. Et j'ai aussi la chance d'avoir aussi des fournisseurs qui sont encore à l'étranger, qui m'envoient des nouveaux produits, des nouvelles épices, des nouveaux condiments. Donc c'est vrai que ça nous permet aussi d'avancer, d'évoluer dans ce sens-là. Et vous avez même imaginé un menu hédoniste à votre carte. Ça veut tout dire. Un menu hédoniste, c'est une carte blanche en fin de compte où les gens nous font confiance. Et c'est vrai que ce menu marche très très bien parce que les gens veulent toujours être surpris. Et que ce soit au niveau du produit, que ce soit au niveau de l'assaisonnement, au niveau de la cuisson. Et c'est vrai que ce menu, c'est vrai que le menu qui est le plus proche en fin de compte de la saison, parce qu'on travaille que des produits de saison, des produits qui sont courts, comme ça peut être l'ail des ours, ça peut être la période des cèpes où on a une période qui peut être très courte. Et c'est aussi faire profiter en fin de compte de la fraîcheur du produit en instantané. Bah écoutez, on a toute raison de vous faire confiance. On a l'eau à la bouche déjà. Oui, on en a l'eau à la bouche, ça c'est très clair. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On va parler tout à l'heure dans le détail d'un lieu de création atypique dédié au street art à Vannes. On va retrouver Alexandre Pell, le présentateur de l'émission culturelle Le Grand Bazar sur notre antenne, qui est allé en éclaireur visiter un certain dédale, vous allez voir. Bonjour Violaine. Bonjour Alex. Ça va bien? Ouais, ça va. Ouais.
Merci de nous recevoir. Mais de rien. Merci beaucoup. Bienvenue. On est dans un lieu assez incroyable qui s'appelle donc Dédale. Il y a combien de visiteurs? Dédale, on a déjà dépassé les 25 000 visiteurs, les 25 000 réservations. Mais on accueille environ 3 500 personnes par mois. Et Dédale, c'est une opportunité puisqu'on avait ce bâtiment qui était vide, à l'abandon depuis fin 2016. Comment vous gérez le fait que ça soit éphémère? On ne sait pas ce qui sera demain. Nous, on vit l'instant présent. Vraiment, on vit l'instant présent. On sait qu'on a monté ce projet-là dans un temps record, à peu près 6 mois. Maintenant, il vit, il rayonne, et puis demain, on verra. Le fait que ça soit éphémère, ça a peut-être aussi tenté les artistes de venir. Ils connaissent très bien ce côté éphémère, parce que quand on est artiste de rue, artiste de street art, de graffiti, par essence, leur art est éphémère. Ils savent qu'ils font un mur un jour, il va être recouvert. Voilà, c'est le but du jeu, ils le savent. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci. Et puis ici, il n'y a pas d'amende. Il n'y a pas d'amende. Est-ce qu'il y a une émulation entre eux? Les artistes, ils sont venus ici en résidence. En fait, on est dans un lieu de création. Nous, en tant que visiteurs, on va visiter une galerie, mais eux, ils sont venus travailler. Ils sont venus vraiment en résidence artistique pendant 3 jours, 5 jours, 2 semaines pour certains, pour créer vraiment dans leur pièce. C'est un bâtiment qui fait 3000 m², 150 bureaux, il fait 4 niveaux et chaque artiste s'est vu attribuer une pièce dans laquelle il a créé entièrement en utilisant les sols, les plafonds, les murs, les radiateurs quand il y en a, les lavabos, les éviers. Voilà, tout est partie prenante de l'œuvre artistique. Bah là, on est dans l'entrée de la partie visite, galerie, rez-de-chaussée et on est devant le Minotaure réalisé par Zagessia. En anamorphose. Zagessia, c'est des artistes qui sont de Morlaix et qui sont spécialisés en anamorphose. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il faut se positionner à un point sur le sol qui est visualisé là. Et quand on se positionne là, on voit l'œuvre dans son intégralité. Parce qu'en fait, voilà, il s'est servi de l'escalier, il s'est servi de tout. Tout est peint de manière à ce que, dans un angle de vue, on a l'intégralité de l'œuvre qui se fond dans son environnement, en fait. Alors, si vous nous rejoignez, eh bien, nous sommes à Vannes, en direct depuis le port de Vannes pour la semaine du golf. C'est une émission spéciale ensemble. C'est mieux. Le petit vent commence à se lever. Il ne fait pas très très chaud. Vous êtes une vraie Bretonne, vous, Christelle Wourch. Bienvenue, Jacques de Certaines. On parlera avec vous d'histoire maritime tout à l'heure. Et puis, Christelle, vous êtes membre de la commission Event et Mécénat pour Dédale à Vannes. On vient de voir justement un petit avant-goût de cette structure. C'est juste en face de nous, de l'autre côté du port, que se trouve l'ancien bâtiment de la DDE, dont les 3000 m², pas rien quand même, ont été transformés il y a à peine un an en un lieu bien différent. Alors, qu'est-il devenu précisément, ce lieu? On a vu un petit peu, mais vous allez nous préciser les choses. En fait, c'est une ancienne friche industrielle qui a été transformée en un tiers-lieu. En fait, un tiers-lieu dédié aux arts urbains. Mais on veut aussi vraiment que ce lieu soit un lieu dédié à la créativité, à la culture et surtout à la rencontre de tous les Vanntais et de tous les Morbihanais aussi. Donc on a vraiment créé un vrai besoin sur Vannes et on fait rentrer Vannes aussi, qui est une ville moyenne, sur une autre dimension créative et culturelle. Donc c'est l'association L'Art prend la rue qui porte ce projet. Donc le lieu est ouvert depuis 8 mois. Alors, c'est un projet éphémère, malheureusement. Pourquoi c'est un projet éphémère? Pourquoi c'est un projet éphémère? Parce qu'il y a un projet de reconversion et de dynamique sur la rive gauche du port. Donc ce bâtiment devrait être détruit en 2020-2021 pour voir un nouveau projet de vie. Et en même temps, pour nous, c'est très important ce côté éphémère et c'est pour ça qu'on est allé sur ce projet. C'est parce que l'art urbain, par nature, est aussi éphémère. C'est vrai. Voilà. Ça fait partie du concept et ça lui donne une force, une densité et aussi une importance. C'est-à-dire que le lieu a été très investi tout de suite parce qu'on veut vivre cette expérience. Ouais. Voilà. Alors quand on manque de temps, on donne toujours le meilleur de soi-même. Exactement. À l'instant voilà. T, forcément. Qui sont les artistes qui ont été invités à collaborer à ce projet? Alors, une centaine d'artistes ont été invités sur ce projet. On peut voir, effectivement, je ne sais pas si les caméras peuvent le voir, mais on a un artiste international qui s'appelle Pantonio, qui vient des Açores et qui vient de nous peindre la façade. Il fait du grand format,
il en fait partout dans le monde. Et puis on a des artistes régionaux, parce qu'il y a une vraie force et une vraie créativité en Bretagne sur l'art urbain. Et puis on a des artistes nationaux et puis aussi internationaux, comme HDL, qui est un collectif des États-Unis, qui a créé notamment à Lisbonne une grande performance, une grande installation. Donc voilà, on a de très beaux artistes. Du beau monde, effectivement. Alors le bâtiment, il a été investi à 360 degrés, c'est-à-dire, pour être très clair, du sol au plafond. Il nous peut pas, on manque pas un mètre carré. Non. On y trouve des ambiances très variées. Et est-ce qu'il reste encore de l'espace finalement pour de nouvelles créations? Je vais vous dire non. Ça y est, j'avais une petite inspiration. C'est vrai, vous aviez envie. Alors peut-être qu'en résidence, on pourrait vous prendre en haut, au dernier étage. Mais non, effectivement, on a eu vraiment beaucoup d'appels à projets, beaucoup d'artistes qui sont venus. Donc le bâtiment est recouvert du mur au plafond et sur tous les étages. Pourquoi ce nom Dédale? Alors Dédale, c'est un acronyme parce que ce bâtiment-là, c'est l'ancienne DDE. Donc on a voulu regarder le D, les 2 D et le E. C'est aussi un dédale administratif qu'on a transformé en un labyrinthe de création, en dédale. Et puis aussi dédale, aujourd'hui, ça veut dire des expériences, des artistes, lieux éphémères. Jacques de Certaines, j'ai envie de vous demander, vous connaissez ce lieu éphémère? Non, pas encore. Il va falloir aller y faire un tour. Tout à fait, oui. Bon, alors on sait que vous irez tout à l'heure. On l'a dit, le bâtiment sera détruit en 2020. C'est pas trop dur de voir justement toutes ces œuvres naître et puis on sait que dans quelques mois, elles seront anéanties finalement. Au contraire, je trouve que ça donne, je vous disais tout à l'heure, c'était vraiment l'essence même du street art, puisque le street art vit, se détruit et toyé, c'est-à-dire recouvert. Donc c'est vraiment cette âme-là. Donc nous, et les artistes le savent bien, donc ils sont venus aussi sur le projet pour ça. Et nous, l'idée, c'est vraiment de vivre une expérience intense, dense. Donc non. Mais je pense que les Vantais auront plus de mal à voir disparaître ce lieu. Alors, c'est un lieu vraiment particulier parce qu'il y a 4 niveaux de création, mais également 4 niveaux d'autorisation d'accès. Alors, en gros, plus on monte, plus c'est difficile d'accéder. Tout à fait. Et c'est pas qu'une question de marche difficile à grimper. Non, on a voulu aussi inverser. Souvent, dans les entreprises, plus on monte, plus on accède à un niveau hiérarchique élevé. Nous, on a voulu aussi inverser ce rapport au travail. En fait, on voulait vraiment que les artistes aussi travaillent sur cette notion du rapport au travail, du décloisonnement. Donc ça, c'était important. Donc aujourd'hui, vous pouvez visiter le rez-de-chaussée, qui est la galerie Dédale. Et puis le 8 juin, donc c'est-à-dire la semaine prochaine, on ouvre 45 pièces supplémentaires à la visite au premier étage. Et puis ensuite, les 2 autres zones, il y a le 3e étage qui est la free zone. Et puis on a aussi un bunker, alors qui est interdit. On a une résidence d'une dizaine d'artistes et on veut les éloigner aussi du regard du visiteur. Ça, c'est important pour qu'ils puissent pousser leur création plus loin et ensemble aussi aller expérimenter d'autres techniques. Ensemble, c'est mieux, ça se confirme, c'est le nom de notre émission et vous nous dites la même chose. Alors revenons à la galerie, puisque c'est le seul endroit finalement réellement accessible. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette galerie? Alors, on y trouve une grande variété, une grande diversité de production, parce qu'il y a de la production par plastique, il y a du graphe pur, il y a de l'art abstrait. Donc on a vraiment toute une palette de production artistique. Et puis on a des artistes, on a quelques femmes, ce qui est intéressant, avec Nananer, avec Encre Fertile. Et puis on a vraiment des artistes français et internationaux à découvrir. Voilà. Et on en sort assez riche. Est-ce qu'il faut réserver, dites-nous, pour visiter? Bon. Alors la visite est gratuite, il faut réserver sur les sites Dédale, l'art.larue. Et puis on est aujourd'hui à 35 000 visiteurs qui ont visité depuis 7 mois. Et puis on a ouvert donc la visite du premier étage donc dans une semaine et on est déjà à 4 000 réservations. Pour cet ça été va vite, donc allez-y, cliquez. Cliquez. Et puis ici, on finit avec quelques chiffres. 1500 bombes aérosols, c'est ça déjà. Utiliser 1000 litres de peinture acrylique. Exactement. C'est impressionnant. Est-ce que c'est écologique tout ça? Eh bien, il y a de la peinture en bombe acrylique, donc voilà, écologique. Tout ne peut pas parce que effectivement, il faut que ça prenne sur les murs. Mais voilà. Venez vivre aussi. Si vous ne pouvez pas visiter la galerie, venez vivre aussi. Dédale, c'est un lieu d'événements, de rencontres. Donc, décalé, atypique. Voilà, c'est un vrai lieu de vie.
on ira visiter, c'est certain. C'est certain. Merci beaucoup à vous, Christelle. Après la belle histoire de Dédale à Vannes, on va aborder l'histoire avec un grand H, avec Jacques de Certaines. Bienvenue une fois encore à vous. Vous êtes biophysicien de formation, passionné de mer, et vous avez dirigé la rédaction d'un ouvrage collectif sur l'histoire maritime du golfe du Morbihan, qui est celui-ci, préfacé par Eugène Riguidel et publié aux éditions Apogée. On a du mal à s'en détacher de ce livre, il est absolument passionnant et il existait, on va dire, de nombreuses publications sur l'histoire du golfe, mais c'est la première sur son histoire maritime. Est-ce que ça manquait ? Je pense que les centaines de livres qu'il y a sur le golfe du Morbihan, il y en a de très beaux, ont un petit peu laissé de côté la mer. C'est bien dommage. Oui. Il y a l'amiral Bellec, qui est l'ancien directeur du musée de la Marine, qui disait « La mer, c'est ce que les terriens et les géographes laissent en blanc ». Voilà. Et donc, on a essayé de remplir ce blanc, vous avez noirci la les petite pages. mer Morbihan, la petite mer du golfe du Morbihan. Alors vous qui aimez l'histoire maritime, vous devez être très heureux de voir tous ces bateaux réunis dans cet écrin magnifique qu'est le golfe, on imagine ça... C'est sûr, moi j'étais hier sur l'île d'Ar où il y avait toute la flottille, c'était magnifique. Alors et le temps y était. En plus, bon là le vent se lève mais ça va pas durer. Il va faire beau. Oui, il va faire beau forcément. On dit qu'il y a autant d'îles que de jours dans l'année. Est-ce que c'est vrai dans le golfe du Morbihan ? C'est un peu exagéré C'est quand même. pas tout à fait vrai, ça dépend de ce qu'on appelle une île. Si on prend un rocher qui émerge quand il n'a rien d'autre à faire, oui. Mais en réalité, c'est une bonne définition. Des îles habitées qui soient il y en a moins, et des communes insulaires, il n'y en a que deux, l'île d'Ar et l'île Lombard. Alors le golfe, il est rentré dans la grande histoire. On va rentrer justement dans ce sujet, dans la grande histoire de France par le port de Saint-Goustan, au fond de la rivière Dorée, qui a un lien particulier avec les États-Unis. Que s'est-il passé au mois de novembre 1776 ? Dites-nous. Eh bien, il y a Franklin qui devait... Benjamin Franklin qui devait arriver en France pour négocier des accords avec le royaume. Et puis, il devait débarquer à Nantes, et puis il y avait du mauvais temps, il s'est arrêté en baie de Quiberon, et puis il était impatient de débarquer, donc il a trouvé un pêcheur qui l'a ramené à Saint-Goustan, et ça a été le premier geste significatif de l'alliance entre les États-Unis, les nouveaux États-Unis et la France, et qui s'est terminé par le traité de Versailles et l'indépendance des États-Unis. Et oui, et l'activité maritime du Golfe, elle va connaître son apogée, c'est ça, entre le 16e et le 19e siècle, mais elle ne va pas résister à la concurrence de Lorient ou de Nantes. Est-ce qu'il faut le regretter rétrospectivement ? Je ne sais pas s'il faut le regretter, parce que serait devenu le Golfe si tous les projets qu'il y avait eu avaient abouti ? On va en reparler juste après. Oui, c'est une autre question, mais non, je pense que objectivement, je pense que le golfe du Morbihan, malgré le site entre le Locmariaquer et la Pointe du Blair, qui est un site en eau profonde, était moins bien adapté que la Grande Rade de l'Orient. Donc, c'est une bataille qui a été perdue. Ça aurait pu être... La Compagnie des Indes aurait pu s'installer dans le golfe à Locmariaquer, ça s'est pas fait. Voilà. C'est comme ça, c'est l'histoire. Et puis voilà. Ça, on est plus tranquille. Des projets fous ont été imaginés, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est assez incroyable. Les Américains ont songé quand même à la création d'un port militaire en 1917, et puis à nouveau en 1945 dans le cadre du plan Overlord. Des projets fous qui auraient effectivement sans doute modifié considérablement le golfe. Alors ces projets, ils ont été au cours de l'histoire de deux natures. Une première partie était de diminuer les courants pour rendre le golfe plus facilement navigable. Avec parce que les courants sont très forts, on peut le rappeler pour nos téléspectateurs. Très fort à l'entrée, le courant de la Jument est un des plus forts d'Europe. Et donc, un des buts a été, dans des projets, de diminuer le courant pour rendre le golfe du Morbihan, enfin le port, plus abordable. Et puis ça n'a pas abouti, heureusement sans doute. Et puis il y a eu plusieurs projets visant à faire des ports militaires ou des ports de marchandises, des terminaux pétroliers, toutes sortes de choses. Et certains auraient pu même rêver de mettre toutes les îles du Golfe au carré en béton et de toute façon avoir un beau port. Enfin, heureusement, ça ne s'est pas fait. Heureusement, effectivement. Mais ça prouve au moins que les gens du Morbihan ont beaucoup d'imagination. Ah oui, effectivement. Alors ce courant, c'est aussi une énergie formidable que les hommes ont appris à utiliser, notamment avec les fameux moulins à marée, une des particularités du Golfe. Alors, une des particularités du Golfe, ça a été les moulins à marée qui sont plus en activité
au moins permanente maintenant. Mais je pense qu'on est le premier site de France et d'Europe en densité de moulins à marée. Et on est le deuxième site au monde après un site aux États-Unis dans le Maine. Voilà, donc c'est quand même un haut lieu des moulins à marée. On ne sait pas exactement combien il y en a eu. Disons qu'aujourd'hui, on en a recensé une bonne vingtaine, mais certains sites auraient pu être des moulins à marée détruits, etc. Donc on ne sait pas très bien. Et le seul moulin à marée qui soit encore fonctionnel pour faire de la farine, c'est le moulin de l'île d'Ar. Ah voilà, que vous connaissez bien. Que je connais bien. Hein, forcément. Alors le golf a intégré le club très fermé des plus belles baies du monde, dont le siège est à Vannes. C'est quand même une grande fierté, ça. Oui, c'était une initiative heureuse et intéressante. Et je pense que c'est parfaitement justifié. Ça, c'est pas nous qui allons dire le contraire. On le voit tous les jours et on le verra encore une fois dans la semaine du golf. Alors aujourd'hui, nous parlons de patrimoine maritime, mais n'oublions pas qu'ici à Vannes sont imaginés et construits les voiliers les plus modernes, les plus rapides, taillés pour les grandes courses, la Route du Rhum, le Vendée Globe, le Tour du Monde en équipage. Les meilleurs sont nés ici finalement. Peut-être pas tous, mais beaucoup des meilleurs sont nés ici. Ouais. Et surtout, je dirais, ces 20 dernières années, quand on voit l'évolution de la vitesse des bateaux, notamment dans la course autour du monde, c'est époustouflant. La vitesse énorme qu'ils atteignent maintenant avec les foils et tout ça. Et au niveau des architectes, comme des voiles, comme des chantiers, Vannes a pris une place tout à fait remarquable au niveau mondial. Qu'est-ce que vous aimez quand vous naviguez dans le golfe du Morbihan? Qu'est-ce qui vous plaît, Jacques de Certaines, en particulier? Alors, deux choses. D'une part, les paysages qui sont assez extraordinaires quand on circule entre les îles, avec une différence assez marquée entre l'Est et l'Ouest. L'Ouest étant plus élevé, plus rocheux, l'Est étant plus bas. Et puis l'autre chose, c'est la technique. Parce que naviguer dans les courants, c'est vraiment... on l'a dit, c'est pas évident, c'est passionnant. C'est compliqué. C'est pas si compliqué que ça, mais c'est très impressionnant. Quand il n'y a pas beaucoup de vent et qu'on fait un tour entier sur soi-même, c'est impressionnant. Et c'est arrivé à tout le monde. Et puis il y a des hauts fonds que les habitués du golf connaissent bien pour aller prendre les contre-courants et tout ça. Et c'est un jeu extraordinaire. On dit que c'est un des meilleurs lieux d'apprentissage de la navigation. Bon, ça a été dit. Bon. On pourra aller apprendre avec vous, alors vous nous inviterez. On fera ça. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Bon, vous avez le pied marin, vous, Christelle? Bon. La voile, et j'adore effectivement profiter du golf en avant et arrière saison. Eh bien c'est maintenant, l'avant-saison, la semaine du golf. On vous y invite tous, donc un événement exceptionnel que vous pouvez suivre sur France 3 Bretagne. Il nous l'avait promis, Gilles Servat, il va nous offrir un dernier cadeau, un dernier live, le meilleur de sa musique. Et cette fois-ci, il va nous interpréter La forêt sur la rade, accompagné de Patrick Audouin à la guitare. On vous retrouve juste après, merci beaucoup. Dans le matin, la Vlaque qui s'avance parmi les vagues de dentelle, de Roscambelle à recouvrance, la forêt sur la rade. Encore un coup, Holloway, c'est au Faraway, Algo, vivons-le pour les beaux gréements qui sont toujours vivants. Les grands mâts, ce sont les grands chênes, et les tapes-culs sont des frênes, les hêtres ont des gueules de misaine. La forêt sur la rade, buvons encore un coup. Holloway, c'est au Faraway, Algo, vivons-le pour les beaux gréements qui sont toujours vivants pour feuillage, les phoques, les huniers, et les vergues pour branchage, les écureuils sont les gabiers. La forêt sur la rade, buvons encore un coup. Holloway, c'est au Faraway, Algo, vivons-le pour les beaux gréements qui sont toujours vivants, blanches comme les cerisiers du printemps, rouges comme les rats blancs d'automne, de saison la prennent en même temps. La forêt sur la rade, buvons encore un coup. Holloway, c'est au Faraway, Algo, vivons-le pour les beaux gréements
qui sont toujours vivants et dont le soir la plat de retour, comme auréolés de gloire, tous ces beaux arbres en contre-jour. La forêt sur la rade, buvons encore un coup. All away, say all far away I'll go. Buvons-le pour les beaux gréements qui sont toujours vivants. Buvons encore un coup. All away, say all far away I'll go. Buvons-le pour les beaux gréements qui sont toujours vivants. L'énergie de Gilles Servat et sa forêt sur la rade. Gilles, vous allez vous rendre à la semaine du golf. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Oui, faire des tours par là-bas, oui. J'aime bien toute cette côte-là, de toute façon c'est beau. Donc, et puis voir les bateaux, c'est émouvant. Un petit très message émouvant. Voilà. Aux marins peut-être à leur laisser, à tous ces marins qui vont être là réunis, tous ensemble. Parce que c'est mieux, hein, vous avez un message à leur laisser ? Aux marins ? Oui. Qui vont être là réunis ? Oui. Non, je pense qu'ils savent tout. Ils n'ont pas besoin que je leur donne un message. Ils savent ce qu'ils ont à faire et ce qui est. Mais c'est vrai que à chaque fois que j'étais dans des fêtes comme ça, il y a une ambiance particulière je dirais très fraternelle. Très fraternelle. Et ça, hein. c'est chouette, c'est émouvant aussi. Tout... C'est pas que de regarder les bateaux, mais c'est de voir les gens, les équipages, etc. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Merci à tous d'avoir été à nos côtés. Effectivement, c'est la grande famille des gens de mer qui se trouve réunis toute cette semaine dans le golfe du Morbihan pour la semaine du golfe. Merci à tous d'avoir été à nos côtés. On a été ravis de partager avec vous ce moment. Et comme on ne se lasse pas justement de partager, parce qu'on est nous aussi une grande famille, eh bien on se retrouvera également demain à 10h50 pour votre émission Ensemble c'est mieux depuis Vannes également. Et puis ce soir, ne manquez pas la page spéciale consacrée à la semaine du golfe dans votre journal de 19h. On vous souhaite une magnifique journée. Restez avec nous sur France 3 Bretagne. Kenavo. À bientôt. À demain même.